Et si on parlait de sport, la chronique. Et si le football racontait la plus grande histoire du sport mondial? Aujourd'hui, et si on parlait de sport, vous invite à embarquer pour un voyage exceptionnel au cœur de la Coupe du Monde de football avec une série inédite de 22 chroniques consacrées à la plus prestigieuse des compétitions. Des exploits qui ont fait vibrer la planète, des matchs devenus légendaires, des champions entrés dans l'histoire et des émotions gravées à jamais dans la mémoire de supporters. De l'Uruguay en 1930 jusqu'au Mondial 2026, nous allons parcourir ensemble près d'un siècle d'histoire du football mondial. Une aventure proposée par Et si on parlait de sport avec le soutien de la Ligue de football d'Occitanie et de ses 12 districts que nous remercions pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. À chaque chronique, un invité passionné nous accompagnera pour revivre les moments forts, les anecdotes et les grandes pages qui ont façonné la légende de la Coupe du Monde. Alors préparez-vous à remonter le temps, à revivre les plus grands moments de football mondial. Et si on parlait de sport, spécial Coupe du Monde de football, c'est maintenant. 1970, le Brésil au sommet du football mondial. Aujourd'hui, direction le Mexique pour la 9e Coupe du Monde de l'histoire. Nous sommes en 1970. Pour beaucoup d'observateurs, cette édition est tout simplement la plus belle Coupe du Monde jamais organisée. C'est celle du Brésil de Pelé, celle des premiers matchs retransmis en couleur dans le monde entier, celle d'équipes légendaires et de matchs entrés dans l'histoire du foot. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous recevons René Trébout, qui est ancien joueur et membre du district de football de Haute-Garonne. Bonjour René. Bonjour. Alors René, en tout cas, on évoque cette Coupe du Monde 1970 avec tes yeux passionnés qui brillent immédiatement. Pourquoi cette édition occupe-t-elle une place si particulière dans l'histoire du football ? Parce que naturellement, moi, c'est embêtant de dire toujours moi, mais en 70, je commençais à jouer en CFA, j'avais 20 ans, donc j'étais très proche du football de haut niveau. Et après, chemin faisant, je suis resté dans le même niveau pendant 17 ou 18 ans, donc je me suis occupé largement au match que j'ai fait. Et puis en plus, j'avais un gros défaut, c'est que je marquais des buts. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rappellent de moi justement à cause de ça. Mais maintenant, moi, je suis à la recherche de jeunes, de jeunesse, de qualité de comportement, de qualité technique, de qualité de travail. Et ça me fait me positionner sur des choses qui m'intéressent beaucoup plus que pour tous ces jeunes qui arrivent avec de grosses qualités et avec quelques défauts venant souvent des gens qui les défendent. Il faut aussi apprendre à regarder les grands, les petits, les moyens, les bons et les moins bons. Voilà ce que je fais aujourd'hui et j'avoue que je me régale beaucoup. Je reviens à ma question, oui. René, justement, qu'est-ce que cette Coupe du Monde, finalement, 70, avec tes yeux d'aujourd'hui, mais tes yeux de jeune à l'époque, qu'est-ce que ça évoque pour toi et quelle est la place particulière elle occupe dans l'histoire de la Coupe du Monde ? Bien sûr, parce qu'elle réunit absolument tout ce qui fait la beauté du football, des joueurs exceptionnels, les Brésiliens, des équipes offensives, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, une organisation moderne, des stades remplis et surtout un Brésil qui a pratiqué l'un des plus beaux football pratiqués avec de l'efficacité, de la collectivité, des joueurs de haute qualité, avec des façons de jouer et des techniques extraordinaires. Et cette coupe marque l'entrée du football dans l'ère moderne aussi, grâce à la télévision couleur, qui permet au monde entier de découvrir les maillots jaunes, ou Brésil, ou orange, dans certaines sélections, avec une qualité inédite pour l'époque. Le Mexique entre dans l'histoire. Il faut se resituer, si tu veux, cette image, nous passer de noir et blanc à la couleur, ce qui change tout. On rappelait qu'à l'époque, à la télévision, on était obligé d'avoir un maillot noir ou un maillot de couleur pour jouer, pour permettre à la télévision de suivre les matchs, et c'est pour ça que c'était important. Oui, ce qui a été important, c'est que l'année où est sortie la couleur, ça a déclenché une dépense pécuniaire pour avoir tout sa télécouleur, et c'est vrai que ça déclenchait des visions, des choses que l'on appréciait différemment parce que c'était magnifique, quoi. Donc tout était fait pour que ce soit bien. L'organisation était remarquable, les stades sont modernes, les infrastructures sont prêtes et l'ambiance populaire est extraordinaire, et tout ça passait à travers la télé quand on était chez nous, et que le football était au Mexique, et ça se passait carrément
carrément en direct et que c'était du temps que l'on mettait là à regarder et la passion était encore présente. Le Mexique devient le premier pays à accueillir une Coupe du Monde en Amérique du Nord. Comment se présente cette organisation, René ? Le défi est immense, à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est vrai que ça aussi, ça jouait dans la récupération et dans la façon de se dépenser. Comme Mexico ou Toluca, beaucoup d'équipes européennes craignent les effets de l'altitude. Et je crois que cette année, on a encore fait en 2026 une Coupe du Monde qui démarrait à Mexico. Et le problème de l'altitude, il est toujours égal à lui-même. Mais le Mexique réussit une organisation remarquable. Les stades sont modernes, l'évolution a été impressionnante, les infrastructures sont prêtes et l'ambiance populaire est extraordinaire parce que les Mexicains sont des gens ouverts. Pour la première fois, des centaines de millions de téléspectateurs, ce qui semblait énorme les années précédentes. C'est tout ça pour regarder la compétition carrément en direct. C'était quand même en direct. Ouais. On s'imagine pas ça aujourd'hui. Il suffisait d'appuyer sur le bouton pour avoir le match en direct. Aujourd'hui, c'est dépassé tout ça puisque les boutons n'existent même plus. Cette Coupe du Monde, c'est aussi celle de plusieurs nouveautés réglementaires. Oui, c'est vrai que tout a changé. Aujourd'hui, c'est encore pire puisque tout ce qui se passe aujourd'hui en 2026, on est encore en train de modifier certaines choses. Nous, on a connu les cartons jaunes et les cartons rouges. C'est la première fois que ça apparaissait, c'est surtout ça qu'il faut noter. Avant, il n'y avait absolument rien. À aujourd'hui, les cartons jaunes, à l'époque, ils pouvaient se cumuler un peu, mais pas trop. Parce qu'en fait, le jaune passait au rouge. Et si on s'arrêtait au jaune, c'est qu'on était à la limite de son engagement. Parce que quand on avait un rouge, on rentrait chez soi, au moins pour la journée ou le lendemain. Et les arbitres, on n'avait pas bien sûr cet outil visuel universel. Alors aujourd'hui, on a tout ce qui peut exister, qui fait qu'on contrôle la pluie, le soleil, le temps. Autre nouveauté, il y a une autre nouveauté très importante aussi à l'occasion de cette Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Les remplacements deviennent officiellement autorisés pendant les matchs. Moi, j'ai commencé à jouer. C'était en 67-70. On partait à 11. Et il y avait un 12e qui venait, mais il ne pouvait pas rentrer, sauf s'il y avait une blessure à ce niveau-là. Et là, on était encore au plus haut niveau amateur, mais chez les pros, c'était déjà pareil. Donc, on a bénéficié de ce genre de remplacement qui fait quand même, ce sont des choses qui permettent aujourd'hui de compenser tous les gens qui ont des soucis. Quoi. À l'époque, c'était quand même une petite révolution. Ouais. Alors, on va parler un peu de l'équipe de France. Est-ce que les Bleus sont présents au Mexique ? Je ne crois pas, malheureusement. C'est un sujet qui reste douloureux pour le football français. La France ne parvient pas à se qualifier. Dans son groupe de qualification, elle affronte la Suède et la Norvège. C'est vrai qu'aussi, c'était deux pays qui étaient assez solides. Les résultats sont insuffisants. Les Bleus terminent derrière la Suède. Donc la France traverse une période compliquée. Après la 3e place de 58, grâce aux 13 buts de Juste Fontaine, son record de 13 buts est toujours d'actualité. C'est 13 buts dans une compétition. Voilà, il a 13 buts dans une seule Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il est encore titulaire de cette qualité et de cet exploit. Et aujourd'hui, à cette époque-là, le football a peiné à retrouver le haut niveau mondial. Il faudra attendre les générations Platini dans les années 80 pour revoir durablement la France parmi les grandes nations. Et voilà, pendant ce temps, le Brésil arrive avec une ambition claire, reconquérir le titre perdu en 1966. Et, oui. Et d'ailleurs, assez contesté avec le 66, avec ce qui s'est passé avec nos amis les Anglais. Hein, bien sûr, oui, les Anglais n'ont jamais été... on n'avait pas trop de bonnes relations avec l'Angleterre. Mais surtout, Pelé revient. En 66, il avait subi de nombreuses fautes et quitté prématurément la compétition. C'est vrai que les Anglais, ils n'étaient pas tendres, mais ils ne le sont toujours pas. Mais en 70, il est en pleine possession de ses moyens et autour de lui, il a une génération exceptionnelle. Quels sont justement les grands noms qui l'accompagnent de cette Seleção ?
C'est-à-dire que là, il n'y en a pas un ou deux. Il y en a 7 ou 8, c'est-à-dire Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson, Rivellino, Carlos Alberto. Une concentration de joueurs rarement égalés et d'une qualité extraordinaire. D'ailleurs, Jairzinho va réussir l'exploit unique dans l'histoire de marquer dans tous les matchs du Brésil pendant cette Coupe du Monde, ce qui était déjà une chose extraordinaire. Alors le parcours démarre très fort pour le Brésil. Oui, le Brésil bat la Tchécoslovaquie 4-1, ce qui n'est pas peu dire. Puis l'Angleterre, champion du monde en titre 1-0. Petite revanche là. Oui, oui, sûrement. Et Pelé a dû passer de bons moments, surtout à la fin du match. Et enfin la Roumanie, 3-2. 3 victoires en 3 matchs. Le message est clair, le Brésil est candidat au titre. Alors René, impossible de parler de 1970 sans évoquer l'une des plus grandes demi-finales de l'histoire, Italie-Allemagne de l'Ouest. Oui, là aussi les relations n'étaient pas si chaudes que ça. Probablement le plus célèbre avant les finales elles-mêmes. La rencontre se déroule au stade Azteca. L'Italie mène 1-0 jusqu'à la dernière minute. Puis l'Allemagne égalise dans le temps additionnel grâce à Karl-Heinz Schleninger. Les prolongations deviennent complètement folles. 5 buts sont marqués. L'Allemagne marque par Gerd Müller à 2 reprises. Gerd Müller qui n'était pas aussi un petit phénomène devant le but. L'Italie répond par Tarsico Burnic, Luigi Riva et Gianni Rivera. Score final, 4-3 pour l'Italie. Un match tellement mythique qu'une plaque commémorative est encore visible aujourd'hui au stade Azteca. Ils ont été marqués là pour ça. Et pendant ce temps-là, le Brésil poursuit tranquillement sa route. C'est la question que j'allais te poser justement. Oui. Le Brésil poursuit sa route de son côté. Raconte-nous la suite. Bien sûr, le Brésil, il est toujours là. Il élimine le Pérou, puis l'Uruguay. Une revanche symbolique au traumatisme de 1950. La Seleção retrouve ainsi la finale. Alors cette finale, elle intervient le 21 juin 1970 dans ce grand stade Azteca de Mexico. Plus de 100 000 spectateurs, je rappelle, nous sommes en 1970 quand même, qui assistent à cette finale entre le Brésil et l'Italie. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication d'aujourd'hui, exactement. Ce qui fait que les gens venaient vraiment voir dans les matchs. Et ces stades, c'était des grands stades immenses. Hein. Et d'un côté, le Brésil, double champion du monde, emmené par Pelé. Oui, et puis en plus, je veux dire, quand on dit qu'il y avait 100 000 personnes, aujourd'hui, on a 100 000 personnes à chaque match. Donc c'était encore quelque chose qui était, pour nous, par rapport à aujourd'hui, un truc énorme. 100 000 spectateurs qui assistaient à la finale, ça s'était jamais vu. Donc c'est vrai que le match était d'une qualité, on ne peut pas dire magnifique. Donc je veux dire, d'un côté, le Brésil, double champion du monde, amené par Pelé, et de l'autre côté, l'Italie, solide, rigoureuse, finaliste, après son incroyable victoire contre l'Allemagne. Mais l'Italie était solide et rigoureuse. Et ça, ils l'ont gardé pendant longtemps. René, avant le coup d'envoi, quel est le climat autour de cette finale ? C'est un événement mondial, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis jamais. Pour la première fois, des centaines de millions de téléspectateurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire, peuvent suivre une finale de la Coupe du Monde en couleur. Oui, les débuts de la télévision quand même, avec on passe du noir et blanc à la couleur. Faut arriver à s'imaginer ça un petit peu ça aujourd'hui. Ça nous paraît complètement aberrant, et pourtant. Et pourtant, on est encore plus, comment je dirais, difficile dans le choix, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on achète pour arriver. Mais le football est beaucoup plus simple que ça. Le Brésil, ça représente le jeu offensif, la créativité, la technique, l'improvisation. L'Italie, on sait qu'ils sont disciplinés, tactiques, rigueur, bien sûr, parce qu'ils passent plus de temps à défendre qu'à attaquer. Mais c'est sûrement un choc des cultures footballistiques. Et il y a aussi un enjeu historique. La FIFA a annoncé que la nation qui remporterait la Coupe du Monde pour la 3e fois conserverait la Coupe Jules Rimet. Et le Brésil, comme l'Italie, peuvent réaliser cet exploit. Oui, parce qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux 2 titres de champion du monde. Exactement. À ce moment-là. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est un enjeu qui est donc immense. Et comment elle va le démarrer, cette rencontre ? Très rapidement, puisqu'on comprend que le Brésil est dans un grand jour. À la 18e minute, Pelé ouvre le score. Et quel but ! Il s'élève dans les airs avec une détente incroyable, ce qui faisait partie de ses qualités énormes pour reprendre de la tête un centre Rivellino. Et croyez-moi, il ne faisait pas 1m80 Pelé. Il sautait à la même hauteur. C'est tout Pelé dans cette action, le sens
Le sens du placement, la lecture du jeu et une détente exceptionnelle. À ce moment-là, le Brésil prend l'avantage 1-0. Mais l'Italie ne renonce pas pourtant. Non, ils sont toujours là, donc jamais. C'est d'ailleurs une des qualités de cette équipe italienne. Ils sont accrocheurs, ils sont vaillants, ils supportent pas de perdre. À la 37e minute, Bonansegna profite d'une erreur défensive pour égaliser. À un but partout, tout est relancé. L'Italie retrouve espoir. On se dit alors que la finale pourrait être très serrée jusqu'au bout. Arrive cette seconde période qui va entrer dans l'histoire. Oui, à partir de là, le Brésil va produire un football absolument extraordinaire, ce qu'il avait commencé à faire déjà par les matchs antécédents. À la 66e minute, Gerson redonne l'avantage au Brésil. Son tir puissant du pied gauche reprend toute la défense italienne. C'est un joueur parfois moins connu que Pelé ou Jairzinho, mais Gerson est le véritable chef d'orchestre de cette équipe. Et moi, sa vision du jeu est exceptionnelle et je me rappelle de lui comme ces qualités énormes qu'il avait, en plus des qualités de Pelé et de Jairzinho. C'était quelqu'un qui était altruiste, qui travaillait pour les autres, mais qui menait l'orchestre. Quelques minutes plus tard. 71e minute, Jairzinho marque le 3e but. Jairzinho était un des grands hommes de cette Coupe du Monde. Il réussit un exploit unique, marqué dans chacun des 6 matchs du Brésil, ce qui était des choses, un fait extraordinaire, puisque personne n'a fait mieux dans l'histoire. Sa puissance, sa vitesse et son efficacité impressionnent tout le monde. Ouais, le Brésil commence à toucher le trophée. Et puis arrive cette action que tous les passionnés de football connaissent. Oui, le plus beau bout de l'histoire des finales. Absolument, nous sommes à la 86e minute. Le Brésil enchaîne les passes. Clodoaldo élimine plusieurs adversaires. Le ballon circule entre les joueurs brésiliens. Pelé reçoit le ballon à l'entrée de la surface et là, sans même regarder, il voit l'appel de son capitaine, Carlos Alberto, sur sa droite. La passe est parfaite. Carlos Alberto arrive lancé et frappe du pied droit. Le ballon termine au fond des filets. Résultat 4-1. Pour beaucoup d'observateurs, c'est le plus beau but collectif jamais inscrit en finale de la Coupe du Monde. Cette action résume à elle seule le football brésilien. Et je crois qu'à aujourd'hui, je rajoute que même aujourd'hui, le Brésil a encore ses qualités principales qui en apparaissent à la Coupe du Monde 2026. Intelligence, technique, plaisir de jouer. Le monde entier applaudit. Même les supporters italiens reconnaissent avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel. Parlons de Pelé justement. En 1970, est-il déjà considéré comme les meilleurs joueurs du monde ? Pour moi, oui. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir un autre titre que ça. Il l'a prouvé pendant quelques années. Mais cette Coupe du Monde va définitivement le faire entrer dans une autre dimension. À 29 ans, il est au sommet de son art. Il ne se contente pas de marquer. Il organise le jeu, crée des espaces, inspire les partenaires. Et surtout, il réalise des gestes qui restent encore aujourd'hui dans toutes les compilations de football. Je pense notamment à sa tentative depuis le milieu de terrain contre la Tchécoslovaquie, ou à son célèbre crochet sans toucher le ballon face au gardien uruguayen Mazurkiewicz. Même lorsque l'action se termine pas par un but, elle reste dans les mémoires. Pelé dépasse le simple cadre du football, il devient une icône mondiale. Et finalement, pourquoi la Coupe du Monde 1970 est-elle encore considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles d'histoire ? Parce qu'elle représente tout ce que les amoureux du football dont je fais partie aiment, les joueurs d'exception, des matchs spectaculaires, des émotions fortes et surtout une équipe de Brésil qui a élevé le football au rang d'art. Quand on regarde encore aujourd'hui les images de Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivellino ou Carlos Alberto, on comprend pourquoi cette équipe continue de fasciner plus de 50 ans après. C'est une équipe qui a gagné, mais surtout une équipe qui fait rêver et sans doute ce qui reste le plus important, parce qu'elle va laisser des traces à aujourd'hui encore, et plus tard, je pense qu'il y sera encore. 70 restera comme la Coupe du Monde du football spectacle. On en avait besoin parce que tout n'était pas si beau que ça à regarder, et je pense que le Brésil nous a appris à regarder des choses qui valaient vraiment le temps qu'on passe à regarder des joueurs de ces qualités comme Pelé, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto en finale face à l'Italie. Une victoire éclatante qui permet à la CDCAO de conserver définitivement la coupe Jules Rimet, qui faisait partie de l'ancienne Coupe du Monde que l'on a vue
l'Uruguay. Merci beaucoup René pour ce formidable voyage au cœur de cette édition légendaire. On sent que tu l'as vécu et que tu as vibré en tout cas dans cette épreuve et tu as la chance de voir évoluer Pelé plus facilement que nous. Oui, bien sûr. Je pense que ce sont des personnages qui méritent tout ce qu'ils ont fait, qui ont souffert dans leur vie parce que ce n'étaient pas des gens riches, c'était des gens qui étaient passionnés, qui avaient des qualités en dehors de tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut voir. Et il reste encore des gens qui sont agréables à regarder. En tout cas, on a été très content de te recevoir pour cette chronique. On sent cette passion en toi. Ça a été un grand plaisir pour moi de t'accueillir. On espère à nouveau te retrouver à l'antenne. On se retrouve bientôt pour la suite de notre série consacrée à l'histoire de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, direction 1974, l'Allemagne de l'Ouest, pour l'arrivée du football total des Pays-Bas, avec aussi un grand joueur, Johan Cruyff. 1974, Johan Cruyff qui révolutionne le football. Mais l'Allemagne décroche le titre à domicile. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, et si on parlait de sport ?